Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous êtes bien présents. A priori, oui. Je vois qu'il y a déjà du monde dans la salle. Donc, bienvenue pour ce retour du CES 2026, dont je sors à peine. Donc j'ai eu un petit peu de travail pour vous faire la synthèse. Donc, je suis en direct de Chicago où il est 5h30. Donc, j'avoue que ça pique un peu, mais bon, les décalages horaires étant ce qu'ils sont, c'était nécessaire pour se retrouver à l'heure traditionnelle de 12h30. J'espère que vous m'entendez correctement. Je n'ai pas mis de casque aujourd'hui. Je vois qu'il y a des petits mots qui arrivent dans le chat. Donc, c'est que ça doit fonctionner. Donc, comme d'habitude, le webinaire est enregistré, sera mis en replay, je dirais, d'ici la semaine prochaine, au plus, sur la chaîne YouTube. Donc, vous pouvez retrouver tous les éléments et les derniers webinaires sur la chaîne YouTube et quelques autres vidéos aussi. Donc, pour vous rappeler, par exemple, que vous pouvez retrouver le dernier webinaire que j'avais fait en duo avec Pascaline Bossard sur la cybersécurité. Alors, c'était juste avant les fêtes, donc vous étiez un peu moins nombreux que d'habitude, mais je vous invite à retourner le revoir. C'était vraiment intéressant. Aujourd'hui, donc on va se diriger vers quelque chose de plus ludique, hein. Vous allez voir, je pense qu'il y a certaines initiatives que je présenterai qui devraient vous faire sourire. En tout cas, j'ai mixé un peu le sérieux et le moins sérieux, comme c'est souvent le cas au CES. Donc le CES, pour ceux qui ne connaissent pas, et merci à tous ceux qui présentent leurs vœux dans le chat, meilleurs vœux aussi, avec une année qui, vous allez voir, qui commence sur les chapeaux de roue pour la tech. Donc le CES, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le Consumer Electronics Show. Souvent, il est un peu connu, ce salon tech, parce que on en parle dans les journaux, ou si vous avez écouté l'actualité, ou si vous avez regardé le journal, il y a des rubriques voilà, qui disent c'est quoi les tendances, quelles sont les choses drôles ou un peu surprenantes. Et donc, c'est vrai que c'est un des rares salons généralistes technologiques dont on entend parler dans le grand public. Donc, aujourd'hui, de quoi on va parler? Alors, CES 2026 plus sobre, je dirais que malheureusement, ce n'est pas d'un point de vue écologique, hein. Il y a toujours cette dualité entre écologie et technologie, mais c'est plus qu'il était un peu plus petit que d'habitude. Alors, quand je vous dis un peu plus petit, je vous donnerai les chiffres, c'était quand même costaud. Sur les grandes tendances dont on parlera après, je vous parlerai de robots. Surtout, vous allez voir, c'était un peu la grosse thématique pour moi cette année, je trouve, et je vous expliquerai pourquoi. On parlera d'initiatives en santé humaine et animale parce qu'il y avait finalement pas mal de choses intéressantes. Ça confirme la tendance, je dirais, du fait que la PetTech est une section qui prend sa place au CES. Donc, sachant que justement, et c'est symbolique, mais pas que, avant, quand on triait parmi les plus de 4000 initiatives, il y avait plein de catégories comme voilà, la cybersécurité, les jeux, les voitures, la mobilité, ce genre de choses. Et maintenant, depuis cette année, il y a une rubrique PetTech. Donc, quand on trie, on peut trouver un peu plus facilement qu'auparavant. Je vous parlerai aussi des choses plus douteuses que j'ai pu voir, un peu sur un mode humoristique. Et puis après, projection vers le VMX, donc le Veterinary Meeting Expo d'Orlando, vers lequel je suis en route. Je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Donc, je vois qu'il y a pas mal de monde qui est là, dont certaines têtes que je connais. Donc, bonjour à toutes et bonjour à tous. Et on va passer à la suite. Donc, bon, comme on se connaît pas mal, je vais passer rapidement sur ma slide de présentation. Et puis, pour les autres, vous pourrez redécouvrir ça en replay plus en détail. Donc, ce voyage aux États-Unis avec ces deux salons, le CES et le VMX, c'est la suite et la fin, entre guillemets, d'un enchaînement assez intense depuis la fin du mois de novembre, avec le London Vet Show, la VAC, où vous étiez aussi un certain nombre, une conférence hyper intéressante à Florence, peut-être que j'y reviendrai d'une autre façon, on verra, pendant 2 jours et demi uniquement sur l'IA en santé animale avec des speakers de très bonne qualité. Et puis donc ce CES que je vais vous compter aujourd'hui et le Veterinary Meeting Expo qui fera l'objet d'un retour aussi dont la date est déjà fixée. Donc vous pouvez bloquer le 12 février dans vos calendriers. Et je vous mets dans le chat, comme d'habitude, hein, je vous mettrai des petites infos dans le chat, des
là, je vous mets le lien donc pour vous inscrire à ce webinaire du retour du VMX le jeudi 12 février à 12h30. Venons-en un petit peu, voilà, je vous l'ai remis d'une autre façon ici. Et puis le groupe WhatsApp, que vu les noms, je pense que la large majorité connaissent. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un groupe où on est maintenant pas loin de 400. Je pense qu'avec le VMX, on franchira les 400. Et c'est plus un groupe voilà, de partage en live sans forcément énormément d'analyse. Donc, en live pour les événements comme le CES, le VMX, et puis tout au long de l'année, dès qu'il y a des actus que je juge partageables et que j'ai 5 minutes pour le faire, c'est souvent ça qui coince le plus, eh bien, je vous mets ça dans ce groupe WhatsApp. Donc, j'espère que tout fonctionne, parce que je vois que les gens sont en train de taper, mais... Ok, bon. Est-ce que quelqu'un peut mettre un petit mot? Non, tout va bien. Ok, bon, j'ai toujours des petites craintes. Normalement, je suis dans un hôtel que j'ai choisi pour avoir une bonne connexion, mais ça fonctionne. Il y en a qui sont peut-être endormis sur les claviers, j'espère pas. En tout cas, moi, je suis bien réveillé. Donc, CES 2026 plus sobre, comme je vous l'ai dit, j'ai même pris une photo. Alors, je l'ai pas mise parce que voilà, faut choisir ses sujets. C'était moins en surface. Là, dans ce qu'ils ont communiqué à la fin de ce CES, ils ont parlé de 4100 stands, alors qu'il était question de 4500 l'année dernière, et les 10% en moins se sont sentis. Alors, c'était pas si mal, parce que je vous avoue qu'avec 4100 stands, on voit pas mal de choses intéressantes, et 400 de plus ou 400 de moins, ça change rien du tout à l'intérêt d'être ici. C'était malgré tout toujours aussi étendu, hein, voilà, avec une surface commerciale, entre guillemets, très très large, beaucoup de startups, donc ça ne changeait pas énormément de choses. Ils ont annoncé 148 000 participants pour l'édition 2026 pour 140 000, je crois, en 2025. À mon avis, c'est plus une question de politique pour montrer une dynamique positive, mais moi, j'étais plutôt plus à l'aise que les autres années dans les allées, et ça, c'était plutôt bien. Bon, après, voilà, Las Vegas, si un jour vous venez à ce CES, il y a toujours un côté un peu magique, parce que c'est Disneyland, hein, voilà, faut le prendre comme tel. Donc, pour ceux qui veulent faire plein d'activités ludiques variées, et que ce soit visiter de la nature pas si loin ou faire des choses qu'on ne fait qu'à Las Vegas, j'avoue, quand on y vient pour la 7e fois, parce que c'est mon cas, on voit un peu moins ce côté-là et on se concentre plus sur les startups dont je vais vous parler. Donc, il y avait plusieurs zones, comme d'habitude, le Reka Park au Venetian avec les startups, le LVCC Campus, le Las Vegas donc Convention Center, qui est un peu le CES initial pour les grandes marques majoritairement. Et au final, il y a des zones qui sont définies comme étant la santé humaine. Alors, la santé animale, on n'a pas encore de zone pet tech ou animal health tech, on va dire, mais ça viendra peut-être un jour. La santé humaine, par contre, a droit à certaines zones prédéfinies. Pour autant, en vrai, on peut croiser des initiatives à tout coin d'aller. Donc, moi, ma méthode dans ces cas-là, c'est de tout faire. Donc, je fais une technique un peu qui fait que je découpe les zones pour essayer de ne rien rater. Le petit truc de cette année, c'est ils ont le chic chaque année pour trouver un slogan en fait au CES. Je me souviens, il y a une année, on en avait parlé avec Christophe Magot, qui faisait partie d'une délégation de VetIntech, qui était présent d'ailleurs à ce CES. Et vous voyez, c'est tellement grand, on savait qu'on était au même endroit, mais on n'a pas forcément réussi à se croiser. Et donc, l'année où Christophe était là, c'était le CES, c'est l'endroit où vous voyez quelque chose pour la première fois. Et là, le CES, le slogan de cette année, c'était « Where a moment become a movement ». Donc, en gros, c'est vous avez un moment où vous découvrez quelque chose et vous vous dites bah, « ça va être une tendance ». Donc, ce qui est un petit peu ce que j'essaye de faire aujourd'hui en vous montrant tout ça. Et donc, dans les tendances, justement, les robots, l'IA qui, au final, est intégrée, donc on ne la voit plus. Et là, je fais référence à une très bonne conf il y a 2-3 ans de Franck Noël, qui, je pense, est dans les présents, qui disait justement que l'IA aura réussi sa maturité, enfin, aura atteint un début de maturité quand justement, pas on n'en parlera plus, mais ça se verra plus, malgré tout, ce sera déjà dedans. Donc, avant d'attaquer ça, je vous rappelle, hein, pour ceux qui ont des questions, parce que je vais passer parfois vite sur certaines choses, vous les mettez dans le chat, on y revient
à la fin, l'objectif étant de finir pour environ 13h30 pour vous et 6h30 pour moi, ce qui me permettra d'aller petit déjeuner avant de commencer une bonne journée. Et puis, comme je vous disais, je vous mettrai parfois des liens ou des choses comme ça. Et vous avez aussi, hein, je sais j'ai été surpris, il y avait pas mal de fans, des podcasts qui vous permettent d'écouter ça. J'ai fait un épisode par jour, je referai la même chose au VMX, je pense, parce qu'il y aura la matière. Donc, vous pouvez aussi suivre ces événements-là avec vos oreilles. Donc, les robots, voilà, c'est peut-être la photo qui résume les choses. Il y a un stand qui a poussé le vice, en fait, jusqu'à remplacer les croupiers de Las Vegas par un robot. Alors, clairement, il faisait ça à son rythme. Et c'est peut-être ça qu'il faut retenir. Tout ce que je vais vous montrer, la leçon, c'est qu'ils savent faire de plus en plus de choses de plus en plus correctement. Pas encore tout à fait, ça dépend pour lesquels, à la vitesse d'un humain. Voilà, des fois plus vite, pas beaucoup de situations. Je pense en particulier à cette main robotisée qui jouait à pierre-feuille-ciseaux et il gagnait tout le temps parce qu'il avait la capacité à déployer la bonne solution beaucoup plus rapidement. Il y avait une caméra qui savait lire ce qu'on allait faire avec nos mains en pierre-feuille-ciseaux et qui était capable de faire avant nous. Donc des fois plus vite, souvent plus lentement, mais pour l'instant. Et en fait, vraiment, les robots, ils étaient déjà présents hein, au CES. D'ailleurs, c'était le côté un peu amusant, on va dire, de ce salon, de pouvoir côtoyer ces entités que d'habitude on voit voilà, extrêmement peu ou à la télé. Et là, en fait, ce qui m'a surpris, c'est il y en avait peu ou pas plus que d'habitude à l'Eureka Park, que en général, je fais le premier jour. Par contre, au Las Vegas Convention Center, voilà, j'ai commencé à en voir 1, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5, puis 10, puis au final peut-être 30 à 40. Donc on a deux grands types de robots, je dirais, si on veut essayer de scinder. Alors tout ce que je raconte là aujourd'hui, c'est de la pure subjectivité. Je n'ai pas encore trop potassé académique dans le sujet, donc peut-être qu'il y a des classifications de robots différentes faites par des gens qui savent. Mais moi, ce que j'ai vu, en fait, c'est des robots humanoïdes, donc c'est ceux qui ressemblent à nous, soit complets, c'est-à-dire de la tête aux pieds, soit partiels, c'est-à-dire ils sont sur un plot ou sur quelque chose de mouvant, mais le haut est quand même humain, soit des robots spécialisés qui sont plus souvent en fait des bras, tout simplement des bras robotisés qui vont avoir la capacité de se déplacer dans une certaine dimension et un certain espace. Ce qui était marquant cette année, c'est que certaines années, en tout cas sur certaines choses au CES ou ailleurs, hein, on voit des démonstrations et on se dit « Ok, ta démo, elle est chouette. Ça a l'air de marcher ou pas, d'ailleurs. Des fois, ça buguait. Mais dans la réalité, on n'y est pas encore du tout. Là, je dirais qu'il y avait plusieurs démos où dans la réalité, on y était, en fait. Alors, avec peut-être quelques ajustements par rapport à la vraie réalité, mais il y avait plusieurs cas d'usage. Je pense à ces robots nettoyeurs de toilettes, par exemple, où je pense à ce robot croupier. Voilà, ok, il est un peu lent. À Vegas, il y aurait peut-être des joueurs pros qui râleraient, mais globalement, il fait son travail correctement, quoi. Donc, je dirais que ce qui était le plus frappant, c'était le nombre et le fait qu'on soit vraiment proche d'un usage possible où on se dise, ok, ça pourrait vraiment marcher dans la réalité et de sentir surtout qu'on va y arriver assez vite pour ne pas dire très, très vite. Donc, voilà un peu. Ils étaient même présents. Voilà, la première rencontre symbolique, c'est quand je suis arrivé au LVCC. Il y a un endroit où on peut faire une photo. Voilà, d'ailleurs, tout le monde s'arrête, on voit. Et là, il y a un robot qui, pour la première fois, s'est glissé et est venu se mettre sur la photo pour faire sa propre photo. Donc, on voit que ça évolue en cohabitation, au sens propre du terme, avec les humains. Donc, ces robots par dizaines, il y avait de tout. Hein. Il y avait du robot squelette, je dirais, où on voit tout encore un peu dedans, les circuits imprimés, les choses comme ça. Il y avait, et ça aussi, c'est quelque chose symboliquement, je pense, qui est notable, quelque chose que j'ai très peu vu, voire pas vu avant, ou vraiment de manière très anecdotique, des robots habillés. Et pas qu'un, en fait. Là, je vous en ai mis un qui est habillé de la tête aux pieds, hein, pour tout dire. Il y en avait plusieurs qui étaient habillés, dont un marrant d'ailleurs avec un nœud papillon. Et là aussi, je pense que ça dit quelque chose
de l'usage, et de ce qui va advenir, c'est-à-dire une cohabitation potentielle entre humains et robots au quotidien, qui fait qu'on veut les normaliser, et les humaniser peut-être, jusqu'à, aller, alors c'était un seul stand, quoiqu'il y en avait deux trois autres peut-être où il y avait un peu ça. Le fait de les habiller avec des peaux de type, silicone, pour essayer de leur donner carrément un aspect humain. C'est pas très réussi, ouais, comme je vous disais, on est proche de la réalité, mais il y a un peu de ça quand même. Les fonctions, elles étaient multiples, hein, sur je dirais la trentaine de robots, peut-être 40 identifiés. Donc comme je vous ai dit, il y en avait des généralistes, mais en général, il y avait donc ces fameux bras robotisés, alors qui vont jusqu'à faire des massages, ou ce genre de choses, ou aussi des échographies. J'en reparlerai un petit peu plus tard en santé humaine et animale. Donc voilà. J'avoue que là, j'ai des doutes sur l'aptitude immédiate à pouvoir faire ça, mais on voit que c'est possible techniquement de réaliser ça. On avait des robots aussi, et ça, c'était peut-être la chose où on se dit on commence à avancer à être pas loin, des robots trieurs de linge et des robots plieurs de linge. Donc, c'est assez intéressant, ces fonctionnalités-là, parce que ça montre vraiment la capacité fine et la boucle regard-main. Je vais en reparler un petit peu après. Alors clairement, eux, quand on les voyait fonctionner, parce qu'ils étaient un peu par essai et erreur, on se disait, bah, c'est très bien, on les laissera dans un coin, ils trieront le linge, et s'ils y mettent 1 heure au lieu de 20 minutes pour nous, bah, c'est pas grave, c'est du temps de robot. Donc ça, on n'y est pas tellement en vitesse, mais par contre, en fonctionnalité, on sent qu'elle est prête. Et puis des robots porteurs, je dirais là aussi, ce qui est intéressant, c'est l'évolution vers quelque chose de plus naturel. Avant, on avait des robots capables de transporter des paniers, des charges, des choses comme ça. Il fallait leur mettre beaucoup de marqueurs, avec des QR codes, des choses comme ça, ou sur ce qu'il fallait porter. Ça a l'air d'être moins le cas maintenant, avec la capacité, je dirais, à analyser de manière naturelle avec les caméras l'environnement, et donc à se saisir correctement des choses. Euh, un autre point qui est notable, j'ai pas mis de photo là encore, mais plusieurs de ces robots étaient accrochés, voire «emprisonnés» entre guillemets, par des dispositifs assez enfin voilà, qui les tenaient bien. Ceux qui étaient au contact des humains étaient toujours accompagnés par un humain opérateur, on va dire, qui observait ce qui se passait. Voilà, là aussi, je dirais qu'on sent, pour avoir vu quelques vidéos, que on arrive dans des zones où on a des entités humanoïdes, qui mécaniquement sont très puissantes, qui pourraient être dangereuses éventuellement si elles faisaient des mauvaises opérations, et qu'on travaille encore à une bonne intégration dans un environnement avec des humains. Parce que très clairement, voilà, celui par exemple, qui fait le massage, s'il bug ou qu'il est piraté ou quoi que ce soit, il vous plie en deux, hein, en fait, avec la force du bras mécanique. Donc, voilà, c'est un sujet aussi qui sera certainement à surveiller. Ils savent, voilà, ils ont une aptitude, ces robots, sans être dirigés, hein. Celui-ci, j'ai bien regardé, c'est un robot qui carrément faisait des selfies avec nous. J'ai pas eu l'impression qu'il était dirigé. Alors, faut toujours se méfier sur ces salons du phénomène du turc mécanique, hein. Certains s'en souviennent, j'en ai déjà parlé ici. C'est-à-dire voilà, c'est des démonstrations qui sont truquées, entre guillemets, avec des opérateurs. Là, ça avait l'air d'être un robot capable de tenir une perche à selfie et de faire un selfie de manière autonome, entre guillemets. Donc ça aussi, ça montre un peu la finesse de ce qu'il est capable de faire, que ce soit, voilà, repérer son environnement, tenir une perche à selfie, cadrer la photo, être capable voilà, de sourire, entre guillemets, sur la photo, de bien faire les choses. C'est des choses qui sont désormais possibles au niveau robotique. L'autre chose, je pense, qui change la donne, c'est tout ce qui est autour de la dextérité manuelle. Avec, voilà, longtemps, les mains robotisées, parfois c'était juste des pinces, hein, pendant longtemps. Désormais, on a vraiment des mains, et là aussi, c'était quelque chose d'assez frappant. Au début, j'en vois 1, 2, 3, et pareil, peut-être une dizaine, voire une quinzaine de stands consacrés uniquement à vendre des mains. En fait, voilà, le principe de la main, avec le même nombre de degrés de liberté que ce qu'on peut avoir nous avec nos mains, hein. Voilà,
a une main qui est un outil formidable. Là, voilà, vous pouvez acheter des mains de robots et les fixer sur une carcasse. Donc, on a une vraie industrie qui s'est développée avec des stands de mains, des stands d'articulation aussi, que ce soit d'épaule, de coude. Donc, on a vraiment, et c'est peut-être ça aussi qui explique cette profusion de robots, une capacité en fait à faire du robot sur mesure qui est désormais beaucoup plus accessible à beaucoup plus d'entités. Donc, ce qui explique toutes les initiatives. Ces, ces mains, bien sûr, il faut qu'elles soient capables de fonctionner correctement, donc avec des caméras en fait, et cette boucle regard-main qui est un peu aussi un des fondements de l'humanité, hein. On estime que nous, on s'est peut-être développé comme on s'est développé parce qu'on a eu la capacité à développer certaines aptitudes qui, petit à petit, ont fait des fonctions cérébrales au fur et à mesure de l'évolution. Et ici, voilà, on a de nombreux dispositifs qui sont comme ça, c'est-à-dire la caméra film analyse en temps réel ce qui se passe de manière suffisamment fine, avec bien sûr de l'IA à l'intérieur, hein. Cette fameuse IA dont je vous disais qu'elle est plus mise en avant en fait, mais elle existe, elle est là, et qui donc contrôle les mouvements, contrôle suffisamment rapidement, je dirais, les mouvements d'une main qui est en lien avec cette caméra. Suffisamment rapidement, pourquoi? Et Nvidia, qui est peut-être la marque la plus célèbre de processeurs, était là aussi bien présent, mais là aussi avec plutôt le fait, voilà, opéré par Nvidia pour dire que les dispositifs utilisaient des processeurs suffisamment costauds et rapides. Cette finesse de dextérité, elle va même jusqu'au toucher, en fait, et ça, c'était là aussi, c'est la première fois que je vois ça sous cette forme-là, sur le stand de Bosch. Alors nous, on connaît Bosch plutôt parce qu'ils font des perceuses ou des choses comme ça, des ponceuses qui sont chez nous. Ici, sur le Bosch, en fait, a toujours travaillé depuis plusieurs années sur tout ce qui est capteur, au sens large du terme. Et là, en fait, il y avait une main avec, sur le bout du doigt, une surface numérique qui vraiment était dans la même idée que la pulpe de vos doigts, en fait. Alors là, c'était sur un seul doigt à titre d'essai, et on pouvait donc passer une petite plume, passer, comment dire, un pinceau, et ça montrait à quel point un simple effleurement, en fait, était en mesure d'être capté. Alors, clairement, pour l'instant, pas d'usage, mais ces mains qui elles-mêmes ont le même degré de liberté que l'humain, vont probablement dans un avenir plus ou moins proche, difficile de dire, avoir aussi une forme de toucher fin qui sera peut-être utile dans certaines choses qui d'ailleurs pourraient nous concerner, type chirurgie ou palpation ou ce genre de choses. Donc pour l'instant, pas d'usage évident, mais il y avait des robots en fait via cette boucle-là qui étaient capables par exemple de prendre une chips et de la reposer. Voilà. Je suis resté devant, ça a fait ça une dizaine de fois, la chips n'était pas cassée. Alors là encore, toujours un peu de doute sceptique, mais même si je suis enthousiaste. Est-ce que c'était une chips en métal ou quelque chose de suffisamment dur? Mais je pense non. En vrai, techniquement, c'est tout à fait capable de poser, déposer une chips. Donc là aussi, on est loin des robots qu'on voyait en démo qui pouvaient broyer un gobelet ou ce genre de choses. Donc, on a vraiment cette évolution qui d'ailleurs, je dirais très gentiment et tranquillement glisse vers des domaines qu'on connaît plus, hein, voilà, les animaux, avec plus que d'habitude, là aussi, hein, c'est un petit signe à suivre les années d'après, voir si ça se confirme, mais une pète robotisation, et je pense qu'on doit enfin, pas soucier ni préoccuper, mais continuer à observer ça. Parce que, allez, je vais être un peu provocateur, donc les parents, bouchez-vous les oreilles. J'ai moi-même pas d'enfant, donc je peux dire ce que je vais dire. Voilà, de la même façon que les animaux, chiens, chats, ont peut-être dans certains foyers remplacé les enfants, avec voilà, une natalité qui est ce qui est au niveau mondial dans certains pays occidentaux en particulier. Bah, la probabilité que certains pet robots puissent remplacer les chiens-chats n'est pas neutre, pareil, dans certaines situations, parce que bah, voilà, on peut les personnaliser, ils font pas de bêtises, ou, sauf si on leur a demandé d'en faire. Ils sont marrants, mignons. Là, le premier robot, c'était le Wangbot qui était sur le Robot Park à l'Eureka Park. Voilà, j'ai discuté avec la personne, on lui a mis un visage qui est personnalisable. On peut même certains robots peuvent avoir des personnalités qu'on peut changer. Et puis ça va jusqu'à, je dirais, une
une intrusion avec le EtherDog qui était carrément présenté comme étant un chien de garde compagnie. Voilà, alors, les petits robots chiens d'Unitree que je vous ai déjà montré plusieurs fois, qui va être capable de garder le jardin, d'être à l'intérieur aussi. Alors, bien entendu, tous ces dispositifs ont des caméras et c'est un sujet dont on va reparler un petit peu après. En termes de confidentialité de vie, je dirais que de toute façon, quand on voyait dans les allées du CES tous les gens qui se déplaçaient avec des petites perches avec une caméra 360 et qui filmaient tout, parce que c'est aussi une façon de visiter le CES, la notion de données privées et de confidentialité, je pense que ça va voler en éclats vu les dispositifs de caméra qui sont désormais partout sur ces robots, mais sur d'autres dispositifs aussi. Justement, j'y viens à ça. Alors, c'était déjà présent l'année dernière, une autre tendance, c'est les lunettes connectées, connectables avec une caméra. Donc, on sent que ça approche. Franchement, on n'y est pas encore. J'en ai testé à nouveau plusieurs paires. Il n'y a rien qui me donnerait envie d'en mettre sur le nez tout le temps, en tout cas pas celle-là. Alors, il y a différents types de lunettes, là aussi. Il y a des lunettes où il y a juste les dispositifs d'enregistrement et de micro et de haut-parleurs, donc qui vous parlent discrètement dans l'oreille. Donc, ça qui ne sont pas inintéressantes pour capter des choses, etc. Et après, il y en a certaines qui promettent de vous mettre en 3D des consignes ou des choses. Ça, c'est encore visuellement pas correct, on va dire. Par contre, ce qui est correct et qui semble plutôt bien marcher, c'est tous les dispositifs de traduction, d'amplification de l'écoute et même de prompteur aussi, qui est peut-être, je ne suis pas sûr que ce soit super confortable à utiliser, mais pourquoi pas. Bref, on sent que sur ce dispositif-là, qui est un peu probablement le Graal de ce qu'on verra, parce qu'on est beaucoup à avoir des lunettes. Quand ils auront réussi à intégrer tout ce qu'ils veulent intégrer et que ça sera agréable à utiliser, on va dire, on aura probablement des outils qui seront vraiment intéressants, y compris d'ailleurs au niveau professionnel pour vétérinaire, avec la possibilité d'avoir une couche d'informations complémentaires en consultation, par exemple, avec des consignes, des choses par rapport à ce qui aura été entendu ou ce genre de choses. Donc, des liens entre des objets physiques type lunettes et des objets virtuels ou des services virtuels plutôt type Scribe, par exemple, dont on parle beaucoup en ce moment. C'est probablement ce genre de choses qui pourrait avoir un impact fort. Justement, un outil que j'ai utilisé, alors là, je filme à côté, hein, vous me reconnaissez avec mon dispositif. C'est ce dispositif où on va avoir la possibilité d'avoir des consignes qui s'affichent en fonction de ce qu'on regarde. Donc là, ici, c'était l'exemple d'une personne qui avait ce dispositif de lunettes un peu spécial, donc qui filme en permanence, qui avait la capacité à faire de la reconnaissance faciale, donc à reconnaître quelqu'un individuellement, et qui ensuite donnait des consignes, des consignes liées à ce qu'il y a dans le logiciel métier, entre guillemets. Donc là, usage possible pour nous si un jour ça arrivait à maturité. Moi, j'avoue, quand j'étais vraiment praticien en pratique, j'étais pas forcément le meilleur physionomiste et je sais qu'on est nombreux à être comme ça, où on reconnaît parfaitement l'animal, mais pas forcément les gens. Et là, pour le coup, ça reconnaît les gens, ça les identifie. Si on a mis une note dans son dossier en disant je dois lui rappeler qu'il faut prévoir tel traitement, tel examen, ça l'affiche en fait. Voilà, ça vous suggère d'entrer en interaction avec la personne sur certains points. Donc, c'est intéressant, je dirais, parce que pour le coup, en termes d'accompagnement client, ça peut amener à des niveaux élevés. Mais voilà, ça veut dire que ça n'aidera pas plus à faire appel à notre mémoire. Donc, il y a pas mal de dispositifs qui sont très attrayants au CES et où on se dit comment ça va évoluer tout ça pour nous de ce côté-là. Donc, voilà pour ce type de dispositif. Autre tendance, je vous la cite aussi, elle est plus marrante qu'utile, mais c'est le retour des Tamagotchi. Donc, pour ceux qui ont connu ça, c'était plutôt des petits porte-clés avec des écrans LCD monochromes. Aujourd'hui, ils se déploient physiquement avec des petites entités comme ça qu'on va pouvoir faire vivre, on va dire, voilà, avec qui on aura des interactions. Le premier, Suicard, il avait même une personnalité avec un profil MBTI, pour ceux qui connaissent. Donc,
voilà, personnalisation de la tenue, personnalisation de la personnalité. On va aller vers des interactions avec ces petits individus plus riches. Dernier point sur les tendances larges, et parce que là, enfin, presque dernier point, je vous expliquerai après pourquoi. Ce test de voiture autonome, pour moi, c'était la première fois. C'est Zoox qui proposait ça c'est Amazon hein, qui détient Zoox. Donc, voilà, on retrouve hein, les géants de la tech qui font des choses des fois un petit peu à côté de leur métier premier. Hein. Cette voiture Zoox par Amazon, les Google qui détient Waymo, qui sont aussi des voitures autonomes. Alors, le style, clairement, c'est pas très beau, mais bon, moi, je suis pas très sensible à l'esthétique automobile. Comment ça marche? Il y a des caméras et des radars un peu partout autour du véhicule pour avoir la capacité à percevoir l'environnement et là aussi avec des processeurs suffisamment puissants pour être réactif par rapport à l'environnement. Ce qui était intéressant, je suis monté dedans avec 2 autres personnes et du coup, je commençais à discuter tout en observant ce qui se passe parce qu'effectivement, c'est un peu perturbant de se faire conduire par personne. Et donc, ces 2 personnes-là venaient de San Francisco et le monsieur me disait très tranquillement que eux, c'était un peu leur quotidien et qu'ils avaient des voitures Waymo un peu partout. J'avais aussi discuté de ça avec Yannick Blum, le fondateur de Covet, qui est aussi à San Francisco, qui effectivement décrivait cette réalité de véhicules autonomes de plus en plus présents, un petit peu comme nous, au début, on a eu les Uber où bon, il y en avait 1, 2, 3, bon, tu as déjà essayé Uber. Là, c'est le niveau du dessus, on va dire, avec ces véhicules où personne ne conduit. C'est perturbant les 3 à 5 premières minutes et après, comme en plus, enfin, moi, j'ai papoté avec les gens qui étaient avec moi, on oublie très très vite en fait. C'est très fluide. Il y a eu un petit moment d'hésitation à un carrefour, mais qu'on aurait peut-être même eu nous, parce que c'était 2 grands carrefours de 2 fois 3 voies et qu'il y avait du monde engagé, donc il a pris le temps d'analyser ce qui se passait et où il y a eu 1 ou 2 petits mais mini sursauts à coup, mais tout le reste hyper fluide quoi. En fait, je vois Pascal effectivement qui parle des Tesla autonomes qui sont effectivement dans cet état d'esprit. Bon, j'avoue que si ça avait été une Tesla, je ne serais pas si je serais monté dedans. Mais bon, en tout cas, voilà, c'est là. Là aussi, ça change pas mal de choses une fois que ce sera généralisé, parce que je ne vois pas tellement comment ça peut être autrement. Ça mettra peut-être un peu plus de temps, parce que très clairement, les grandes rues de Las Vegas avec 2 fois 2 voies, ou en tout cas des choses très larges, très carrées, très correctes, c'est pas les petites rues de Montmartre ou les petites rues d'un village français quand on conduit dans la campagne. Donc, mais ça, voilà, mettra peut-être un petit peu plus de temps, un peu comme les robots, mais c'est sûr que ça viendra et que c'est des choses qui changent un peu la donne. Alors, tout ça, moi, j'avoue que c'est la première fois que ça me fait ça, je me suis fait, waouh, on y va. On y va vite, en fait, vers tout ça. Là, c'est un peu pour la blague avec ce robot qui, lui, cherchait du boulot. J'ai peur que d'ici un certain temps, et pas dans forcément longtemps, on ait clairement des métiers assurés actuellement par des humains qui soient robotisables de manière satisfaisante. Il y avait l'exemple de ce kiosque qui ressemble un peu à un kiosque comme on peut avoir dans les gares, par exemple, avec de la vente de boissons, de café, de choses simples. Et voilà, dans ce kiosque, il y avait 2 bras robotisés qui faisaient clairement le taf très correctement. Alors bien sûr, avec le sourire en moins, l'aspect humain en moins, mais aussi l'éventuelle pas bonne humeur de la personne qui vous sert en moins. Donc, c'est sûr que là, au niveau compétition de ça, on aura des choses qui vont évoluer rapidement avec un pourcentage d'emplois remplaçables qui va être important, en fait, à horizon peut-être 5, maximum 10 ans. Donc, ça sera intéressant de voir comment notre société gère ça, parce que fatalement, si on imagine, je sais pas, 10, 20% de personnes remplacées par des robots, ça fait pas la même société. Dans nos métiers à nous, on est peut-être encore un peu à l'abri, je dirais, sur le métier de vétérinaire, la finesse technique de dextérité, mais on voit que ça commence à creuser de ce côté-là. Et puis le mix avec l'aspect intellectuel fait que je pense que voilà, il y a encore du temps, mais là où j'aurais dit avant jamais, aujourd'hui je dis peut-être un jour, mais dans longtemps. Sur les ASV,
un peu la même logique, pour autant avec voilà, peut-être, pas mal de fonctionnalités qui sont remplaçables, alors partiellement ou totalement. Est-ce qu'un jour, au moment de recruter, on se posera la question de humain ou robot? Je ne sais pas, mais en tout cas, là où avant, heu, j'étais sûr que non, aujourd'hui, je suis sûr que je ne sais pas. Voilà, donc on verra les années suivantes. Passons à des sélections d'initiatives santé humaine et animale, cette fois-ci moins sur des choses où on est remplacé, mais sur des choses où on est plutôt augmenté. Alors je vais commencer par des outils, pour les humains, en fait, qui étaient présentés dans des segments sur les humains. Donc je vous rappelle, hein, si vous avez des questions, vous pouvez, les mettre dans le chat. Donc 3 initiatives, je dirais qui m'ont marqué en santé humaine. Une première initiative qui est, Allergen Alert, donc il y a une sorte de boîtier qui va avoir la possibilité de dépister certains allergènes, dans la nourriture humaine. Donc c'est pour le marché de l'allergie alimentaire humaine avec une simple cassette qui coûterait 7 euros. Ils n'étaient pas encore complètement sur les prix et qui permettrait à une personne voilà, qui aurait une allergie au gluten ou une allergie au lactose de pouvoir tester l'alimentation qu'ils auraient à l'extérieur ou tester leur propre alimentation s'ils ont des doutes. Ils avaient la volonté ensuite de développer sur les 9 ou 10 allergènes principaux. J'ai trouvé ça intéressant parce que nous aussi, les allergies entre guillemets alimentaires, ça peut être un sujet chez nous, même si je crois qu'on sait qu'elles ne sont pas si fréquentes que ça dans la réalité. Et donc, voilà, pourquoi pas une extension un jour chez nous. Le deuxième dispositif en santé humaine que j'ai trouvé intéressant, et ça m'a rappelé des souvenirs, ça s'appelle Swift Imaging. C'est un dispositif permettant de faire de l'échographie à distance. Imaginez justement un fameux bras robotisé qui a des degrés de liberté suffisants et une capacité à appuyer, qui est, voilà, vous êtes venu pour une échographie abdominale, vous êtes allongé sur le dos, sur une table, comme vous pourriez l'être avec un médecin classique, mais sauf qu'à côté de vous, il y a un bras robotisé, alors, probablement un infirmier, une infirmière aussi, à mon avis, au début en tout cas, et à une certaine distance, qui peut être plusieurs milliers de kilomètres, il y a la personne spécialiste de l'échographie abdominale de ce que vous devez être échographié, qui tient là aussi un système de bras robotisé, ce qui va permettre plusieurs choses. Donc, ce genre de dispositif, j'en avais déjà vu à Vivatech il y a 5 ou 6 ans, ça s'appelait ADTech Echo. Ça venait du Québec de mémoire. Et là, en fait, ce qu'on retrouve comme avantage, c'est forcément le fait de pouvoir être échographié par quelqu'un de hyper compétent à distance. On retrouve le retour de force qui n'était pas présent il y a plusieurs années, c'est-à-dire que l'opérateur va appuyer sur l'abdomen et va sentir l'appui dans ses mains. Et on retrouve aussi également la possibilité de mettre toutes les sondes qu'on veut sur un dispositif d'adaptation. Donc ça veut dire que ça peut servir pour tout type d'échographie. Ils étaient d'ailleurs en contact avec, et c'était la même logique qu'il y a plusieurs années avec ADTech, avec des spécialistes en équine, en fait, où parfois il faut y avoir la prise d'un jet pour aller dans les Émirats arabes unis pour faire une échographie de tendon. Et là, l'avantage, c'est que c'est possible à distance. Alors, ce n'était pas encore complètement en place, mais c'était dans les projets de déploiement aussi sur la santé animale. Et dernier point, là aussi, en santé humaine, le premier, à ma connaissance, dispositif de stéthoscope sans stéthoscope. Ce que je veux dire par là, c'est que jusqu'à présent, un stéthoscope, y compris électronique, il y avait quand même une capsule qui se posait sur le thorax. Le Doctors Biotech, eux, promettent en fait de juste télécharger une app dans votre téléphone. Alors, il faut des téléphones plutôt de dernière génération, après 2023, je crois, de mémoire. Et vous allez poser votre smartphone perpendiculairement à votre thorax à un certain endroit, enregistrer pendant 30 secondes, je crois, de mémoire, ou une minute, 15 secondes, voilà, les bruits. Et très rapidement, vous allez avoir un prédiagnostic cardio-respiratoire. Donc, ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'on se dispense de l'objet technique. On a quelque chose que, je ne dis pas tout le monde a dans la poche, parce qu'on n'a pas tous des téléphones d'après 2023, mais que beaucoup de gens peuvent avoir dans la poche. Et surtout, ça veut dire qu'on peut
stéthoscoper, s'autosculpter en tout cas, à la demande. Donc c'est intéressant même pour certains endroits, pour l'accessibilité aux soins ou ce genre de choses. On voit d'ailleurs en santé humaine qu'il y a beaucoup cette tendance-là, c'est vous avez du mal à avoir accès aux soins, soit parce qu'il n'y a pas assez de médecins, soit parce que c'est trop cher. Eh bien, on peut être une brique intermédiaire avec des outils numériques pour vous déblayer le terrain, on va dire, en attendant de peut-être être reçu par un médecin ou d'être reçu plus rapidement par quelqu'un du monde médical parce que votre prédiagnostic a montré que vous aviez un caractère d'urgence plus important et plus intéressant. On en vient à la santé animale et peut-être le point qui m'a le plus marqué, en grande tendance, c'était, vous l'avez compris, les robots. En santé animale, c'est cette photo, en fait, qui me restera. Alors, vous vous dites, il est fou, il a pris des peluches en photo. En fait, ces 2 peluches-là, clairement, vues de près ou vues de loin, elles ont quand même une grosse ressemblance. Et donc, j'ai eu une démo sur le stand de Shearbull où, avec cette caméra, enfin, cette gamelle munie d'une caméra, il y avait la capacité, donc, du dispositif à trancher entre ces 2 chats, voilà, qui clairement se ressemblent comme 2 gouttes d'eau. Alors, il peut y avoir des petits détails. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on est arrivé à un niveau de capacité de la caméra et surtout capacité de l'algorithme qui travaille derrière en arrière-fond. Encore une fois, cette IA qu'on ne voit pas, mais qui est là et qui fait je dirais le tout, qui fait que le dispositif vaut le coup. Donc, voilà. Reconnaissance de la face du chat enregistrée dans 99,9% des situations, ce qui veut dire que, au pire, si votre chat n'est pas reconnu une fois, quand il repasse la fois d'après, il y a de grandes chances qu'il soit reconnu. Dispositif anti-voleur avec cette espèce de coque autour. Bon, là-dessus, j'ai un petit doute, j'en ai fait part. Alors, hyper épaté par mon interlocutrice qui était chinoise, mais qui parlait un français de très bonne qualité, parce qu'elle avait été à l'école en France. Donc, là, dispositif anti-voleur, voilà, avec cette espèce d'effet tunnel. Bon, voilà, ils ont fait des tests sur les chats, a priori, ça passe. Un point très important, et on revient à ces notions de confidentialité et de vie privée dont je vous ai parlé un peu avant. Cette caméra est volontairement faite pour ne lire que sur 35 cm de focale. Donc, ça veut dire que cette gamelle connectée qui serait chez vous ne voit pas chez vous, en fait. En tout cas, en natif, n'est pas apte à voir chez vous. Peut-être qu'on peut modifier les réglages en piratant, c'est possible, parce que ça aussi, c'est un sujet auquel on pourrait s'attarder. On est en train de mettre des dispositifs comme ça partout chez nous, qui sont en général pas super sécurisés. Donc, ça veut dire que c'est assez facile pour des gens équipés, on va dire, de voir ce qui se passe et d'entendre ce qui se passe chez les gens. Là, je dirais Shearbull, l'intérêt, c'est chinois. C'est que tous ces chats qui ne sont pas identifiés par puce RFID, puisque voilà, on sait qu'il existe des dispositifs, c'était beaucoup ce que fait MSD avec le Shure Feeder, le feeder de Shure Petcare. Je sais que certains en ont dans le monde veto et moi-même j'en ai un pour Roméo, le chat de chez nous, et qui fonctionne très bien avec ces espèces d'arches qui lisent l'identité du chat. Là, fini tout ça, les caméras suffisent. Avec un peu d'apprentissage, l'idéal dans certains dispositifs dont je vais parler après, c'est de fournir des photos de l'animal pour pouvoir le reconnaître plus aisément. Et donc voilà, c'est X% de chats non identifiés, et dans certains pays, c'est 100%, puisque dans certains pays, l'identification par puce électronique n'est pas disponible. Pour le coup, ce genre de gamelle, ça répond à ça. Ces notions de caméra sur les gamelles, c'était vraiment un petit peu présent il y a 2 ans, un peu plus il y a 1 an, et beaucoup maintenant. Attention, ce n'est pas toujours les mêmes dispositifs. Il y a certains dispositifs comme Shearbull où c'est vraiment de la reconnaissance faciale. Il y en a d'autres, c'est juste pour avoir des vidéos de son chat ou de son chien en train de manger. Pour autant, voilà, il y en avait de plus en plus où c'était présent comme étant vecteur d'identification, voilà, de cat facial recognition, comme ils disent. Donc, voilà, une fois que quelqu'un a trouvé l'algorithme, je dirais que c'est que la puissance de calcul est accessible à tous, et du coup, ça se propage. En fait, c'est rare en innovation, de manière générale, qu'il y ait une personne qui garde, je dirais, sur la longue durée, le fait de savoir faire que elle, ça. En général, les autres copient et améliorent même souvent, donc c'est souvent ça qui se passe.
Côté distributeur de nourriture, je continue sur cette thématique-là. Il y avait 2 distributeurs de nourriture humide. Les Français de Yomi, donc qui étaient présents sur la French Tech. Alors French Tech, voilà, bien réduite, hein, ça c'était aussi, on sent les tendances et le fait que l'innovation en France avec des baisses budgétaires, c'est plus la fête comme avant où il y avait, je sais plus, 200, 300, peut-être même 500 une année. Enfin voilà, on était une des délégations les plus fortes. Là, je crois qu'il y avait 80 initiatives françaises présentes. Donc voilà, ça baisse un peu, mais là, il y avait Yomi, donc qui est capable de distribuer des aliments secs et humides. Et il y avait également un robot sur le stand de PetKit, qui est une grosse marque qui fait également une litière connectée qui est pas mal intéressante. Autre point, mais on en revient toujours à ces notions de caméra. Vous voyez, hein, on tourne un peu autour des mêmes sujets technologiques, mais qui sont adaptés de différentes façons. Il y avait Moong AI, donc Moong AI qui était présent avec une caméra qu'on fixe à un endroit, alors soit chez soi dans son foyer, soit dans des dispositifs collectifs. Alors là, je parle de chiens. Je pense qu'on peut faire la même chose chez les chats. Royal Canin avait fait une présentation à Vivatech à ce sujet, en partenariat avec IBM d'ailleurs. Donc ici, une caméra bien placée qui a la capacité d'identifier, de reconnaître et de suivre chaque chien, alors un seul si on en a un, de définir son comportement à tenter. Alors ça peut être fait ses besoins, reste immobile, bouge, court, ça peut être se bat aussi. Il y avait des alertes bagarres quand il y avait des collectivités de chiens. Alors, intéressant à l'échelle individuelle, mais aussi, je dirais, intéressant à l'échelle collective, que ce soit des élevages, des pensions, des refuges aussi. Il y avait des vidéos de présentation où c'était assez intéressant de voir la capacité qu'on a à suivre en temps continu. Alors là aussi, hein, je vous parle de cette technologie, c'est Moong AI qui le présente. Concrètement, c'est juste un algo et une caméra. Donc, toutes les caméras qui sont dans nos foyers à différents endroits, qui auraient l'aptitude en fait à lire ce genre de film-là, on leur insère la fonction Moong AI que eux ont trouvé avec leur algorithme et ça peut servir à ça. Donc là aussi, vous voyez cette technologie qui se propage d'abord par des dispositifs physiques et puis auxquels on insère des petits suppléments d'IA qui vont les rendre très puissants pour suivre ce genre de choses. Suivi du poids des animaux, il y a des tentatives, on commence à arriver dans les choses un peu plus douteuses. Il y a cette balance pour chat avec suivi de la composition corporelle, c'est InPet par The Little Cat. Elle était déjà présente depuis 2022, il la présente à différents salons. Moi, j'avais vu la première fois à l'IFA à Berlin. Bon, l'idée est pas mal. Voilà, ça présente bien avec cette balance où on met à manger dans un petit pot et du coup le chat vient parce qu'il a faim et donc il est suffisamment stable pendant un temps donné pour être pesé. À voir en vrai. Une autre type de balance, c'était Pose Medi. Là aussi, des Coréens de mémoire avec cette balance un peu plus douteuse dans le fonctionnement avec des espèces de dispositifs creusés où le chien ou le chat doit mettre ses pattes. Alors, ils ont montré des vidéos, ça avait l'air de se faire pas si mal. Bon, quand je vois dans la réalité la difficulté qu'il peut y avoir à positionner un chien sur une balance dans nos salles de consultation, nos salles d'attente, un peu plus douteux. Mais en tout cas, il y a cette volonté de suivre le poids de l'animal qui est présente dans ces dispositifs-là et qui sera aussi présente certainement dans certains dispositifs à voir au VMX. Je vous remets d'ailleurs, pour ceux qui sont arrivés en cours de route, le lien vers le webinaire du VMX qui aura lieu le mardi 12 février où je vous reparlerai de ces dispositifs. On a aussi, voilà, forte tendance, je vous en ai un peu parlé pour les humains, mais c'est la même chose qui est en train d'arriver chez nous, sous l'impulsion d'entreprises asiatiques surtout, où c'est beaucoup plus une culture que chez nous. Là, c'était Peekaboo, qui était de Hong Kong, en fait. Une bonne discussion avec, en plus, c'était un confrère qui était sur le stand pour présenter, ce qui est rare, j'avoue. Donc, Peekaboo, qu'est-ce que c'est? Il faut imaginer une super app pour propriétaires de chiens ou de chats, je crois que c'est essentiellement chien malgré tout, qui va être équipé de différentes fonctionnalités qui vont de la prise en photo des cacas du chien, l'analyse de radiographie, la possibilité de générer par IA des recettes nutritionnelles pour l'animal,
l'analyse par vidéo de boiterie. Enfin, en gros, tout ce qui peut être analysable par de l'IA, voilà, va être analysé par de l'IA et en mettant un peu tout au même endroit. Donc ça, l'idée était plutôt pas mal. Et globalement, pour en avoir parlé avec le confrère hongkongais, j'ai regardé un peu ce que ça produit comme rapport. En tout cas, pour l'instant, c'est plutôt des rapports veto-friendly. C'est-à-dire, il n'y a pas du tout de volonté de dire je vais tout vous dire, n'allez pas chez le vétérinaire. C'est vraiment plus, voilà, là, j'ai repéré ça. Il est possible que votre animal ait différents problèmes. Et si vous allez chez le vétérinaire, il est possible qu'il fasse une radio, une écho, des choses comme ça. Donc, il y a plutôt un côté accompagnement qui était pas si mal. Mais en tout cas, voilà, il y a de plus en plus de fonctionnalités qui peuvent se regrouper en une seule entité qui va permettre aux gens d'avoir la santé. L'autre chose qu'on verra probablement arriver et qui est arrivée cette semaine pour ceux qui suivent l'ActuTech, voilà, il y a ChatGPT qui a sorti un ChatGPT santé, on va dire, et il y a Claude aussi, je crois que c'est hier, qui a sorti quelque chose un peu dans la même idée. Donc l'idée générale que le fameux carnet de santé numérique qu'on avait tous pensé à faire, qui a été tenté de multiples fois, qui puisse en fait être inséré dans des outils comme ça où les gens vont dropper tout l'historique de leur animal pour en faire des appuis au suivi de... C'est peut-être quelque chose qui arrivera, voilà. Parfois, ce prédiagnostic, il peut se faire aussi de manière indirecte. Il y avait une initiative sur le stand du Japon qui était originale, j'ai trouvé. Alors, on sent que c'est pas abouti. Bon, il y a en plus difficile de communiquer. Genre, la personne qui était très contente de montrer son truc, mais on a eu du mal à communiquer en anglais, comme ça arrive parfois avec des Asiatiques. Et l'idée là était assez intéressante, c'était de dépister la maladie parodontale à partir de l'émission de composés volatiles. Donc, on a ce dispositif, alors, encore une fois, on sent qu'on était au stade du proto, hein, qui va sentir comment dire, enfin, qui va analyser, en fait, les odeurs se dégageant de la gueule de l'animal. Alors, on pourrait me dire, bah, on peut le faire nous, on ouvre la gueule, on sent que ça sent pas bon, et en général, il y a de la plaque dentaire et qu'on peut voir. Oui, c'est vrai. En même temps, quand c'est à stade très débutant, parfois, on n'est pas en aptitude. L'odorat, en plus, c'est quelque chose qui peut être assez variable. La vue aussi. Donc ça, ce genre de dispositif couplé à des dispositifs photo dont je vous ai déjà parlé, on peut prendre en photo et qui existent, hein, comme ToothScan par exemple. On peut prendre en photo la gencive. L'ensemble de ces choses-là, ça peut vraiment permettre de faire là aussi du prédiagnostic. Et pour le coup, pour l'instant, à moins que les robots progressent très vite, la personne qui fait les soins dentaires sera toujours un humain pendant encore un certain temps. Donc ça, c'est plutôt quelque chose qui est pro santé animale et pro veto, puisque ça pourrait nous amener des gens. Il y avait aussi 2 initiatives en équine. Alors, l'année dernière, la principale initiative en équine, je pense qu'il y en avait qu'une, c'était les Français de Nouveau Stable, hein, ces caméras qui là aussi surveillent les stabulations. Là, il y avait 2 initiatives qui étaient présentées. Une initiative irlandaise avec Halo, qui est une sorte de tracker d'activité du cheval. Ce qui était le plus intéressant, c'est que c'est un tracker d'activité donc avec le réseau GSM et une batterie qui promet de durer jusqu'à 1 mois. Donc là aussi, l'occasion de dire que les progrès avancent vite. Donc les idées qu'on pouvait avoir, moi le premier, en se disant bon, ça ne tiendra pas au niveau batterie. Voilà, les progrès technologiques font que si ça va tenir, ça va être de mieux en mieux. Et une autre initiative équine plus curieux de voir, parce que c'est Garmin. Garmin, c'est les montres connectées, hein, pour ceux qui courent, vous connaissez. Et qui propose un dispositif qui s'accroche à la base de la queue. Donc là aussi, je ne suis pas fan des chevaux, mais la bonne tolérance de ça, la bonne tenue de ça sur un animal en mouvement, je demande à voir, avec voilà, la même idée de surveiller, traquer l'activité, traquer les différences d'activité qui sera présente. Dernier point pour ce qui peut être chez nous. Alors, ce n'était pas présenté comme en santé, mais tout de suite, moi, j'y ai pensé, c'est le fait que l'impression 3D, qui voilà, avance et progresse depuis 10, 15, 20 ans, arrive à un stade où maintenant on a des dispositifs d'imprimante 3D qui sont suffisamment petites. Voilà, on a un cube d'un mètre, de 80 cm sur 1 mètre sur 80 cm, donc quelque chose
encombrant, mais pas trop, qui peut imprimer du métal, y compris du titane. Donc fatalement, moi, à chaque fois, je leur dis: «Mais on pourrait imprimer des dispositifs, pour de l'orthopédie ou des choses comme ça?» et la réponse est oui, que c'est possible. Donc et le dernier barrage à l'entrée, c'était le prix. Là, on a un dispositif, l'imprimante Gauss, qui coûte 35 000 $. Certes, c'est une somme, mais je pense que voilà, on verra probablement un jour, bien sûr pas partout, hein, mais dans des centres de référé, dans des CHV, des choses comme ça, la possibilité de disposer de sa propre imprimante, pour imprimer en quelques heures, hein. Grosso modo, les pièces classiques qu'on peut être amené à faire, ça prend quelques heures. Donc, il y aura un petit peu de techno derrière pour avoir les bons modèles, mais à partir d'un scan, avoir la capacité à modéliser, une prothèse hyper sur mesure et de l'imprimer et de l'avoir, le lendemain, on va dire, grosso modo, c'est quelque chose qui probablement arrivera un jour. Si, une une dernière initiative, que j'avais déjà vue, hein, qui est portée par Glocalme, qui est un opérateur, internet ou SIM, on va dire. C'est cette fameuse caméra, alors un tracker d'activité, une caméra qui permet d'avoir le point de vue de l'animal. Bon, jusque-là, c'est ludique. Là où c'est un peu plus fou, c'est qu'ils promettent, que l'animal peut, du coup, l'animal a un numéro de téléphone, hein, et donc on peut l'appeler pour lui dire: «Reviens», s'il n'a pas de rappel ou s'il est perdu, donc ça, c'est possible. Mais surtout, l'animal peut vous appeler, en fait. C'est-à-dire qu'en faisant certaines, postures, vous pouvez avoir un appel de l'animal. J'ai pas encore compris très bien, si ça marche. Alors techniquement, j'ai pas de doute, mais si ça marche dans la vraie vie et qu'est-ce qu'on doit apprendre à l'animal pour qu'il puisse faire ça? Alors déjà sur un chien, je dis pas, peut-être sur un chat, plus douteux que ça puisse, exister et arriver. Justement, sur les outils douteux, quelques initiatives, je passe rapidement, mais c'est pour dire l'importance, voilà, c'est toujours pareil, hein, oui, c'est le CES, c'est loin, il y a beaucoup de stands et cetera. Mais pour autant, quand on y va sur place, c'est là où on peut avoir, des discussions ou des précisions. Je pense à ce dispositif, voilà, qui était un otoscope thermomètre promis, qui a même, qui était je crois même qu'il y a eu un award, en fait, donc qui a une récompense par le CES. Et en fait, en discutant sur le stand, moi, ce qui m'étonnait, c'était pas le dispositif d'autoscopie, parce que ça, OK, pourquoi pas. C'était le dispositif de prise de température et j'imaginais qu'en fait, ils avaient un dispositif qui prenait la température à l'intérieur de l'oreille et que ça annulait les effets qu'on connaît. C'est-à-dire que jusqu'à présent, les systèmes de température à distance infrarouge, on sait que chez les animaux, a priori, ça marche pas, en fait, à cause de la typologie de la peau, à cause de la fourrure qui peut être plus ou moins importante. Et je m'étais dit: «Bah, ils sont malins, ils sont allés à l'intérieur du conduit auditif où a priori il y a moins de poils pour capter». En fait, pas du tout. En discutant avec eux, c'est simplement qu'ils ont mis un otoscope et un deuxième embout qui est un thermomètre infrarouge complètement classique, qui n'a pas du tout vocation à aller dans l'oreille. Donc voilà, on a quelque chose qui au départ, on se dit: «Waouh, peut-être une bonne idée et un truc qui peut être intéressant» et qui au final est complètement banal et pas adapté. Bon, et en plus, quand on commence à discuter avec eux et à leur dire: «Mais du coup, votre thermomètre, il est validé vu que c'est un thermomètre classique?» et là, que la réponse est: «Oui, mais bon, enfin, pour les propriétaires, pour juste dépister, ça sera suffisant». Bon, c'est une confiance, un petit peu limitée. Et puis, autre initiative, voilà, pour l'instant, on est au stade du farfelu, en tout cas pour cette initiative-là. MyBuddy avec ce collier qui promet, de traduire ce que veut dire le chien. Bon, là aussi, on annonce, lancer un peu comme ça, sans publication, 80 de pertinence. Quand on commence à discuter avec, un des fondateurs qui était à côté, il vous regarde avec des gros yeux ronds, pas à cause de mon mauvais anglais, mais plutôt parce qu'il comprend pas la question, il veut pas la comprendre ou quand on commence à parler de comment le modèle a été entraîné et cetera. Donc, bref, peut-être un jour, hein, voilà, ce genre d'initiative arrivera, mais pas avec, des outils, pas très sérieux comme MyBuddy, qui était d'ailleurs dans un stand un peu reculé, c'était un peu étonnant de les voir là. Dans les choses, voilà, il y a toujours un peu de what the fuck, au CES où on se dit: «Mais pourquoi?» Il y avait des initiatives comme, voilà, ces petits animaux qui sont là, qui se baladent. Alors à part le fait de leur mettre une caméra dessus et qu'ils puissent se balader dans la maison, qui peut avoir un intérêt, hein, je dis pas, mais voilà, un peu douteux. Et puis l'autre what the fuck, j'avoue, je me suis fait avoir le mardi soir, j'essaye de faire toujours une, voire 2 activités au CES à Las Vegas pour quand même profiter un peu. Il y avait un combat de robots qui était promis, un combat de boxe de robots. Donc j'y étais, j'aurais pas dû parce que grosso modo, c'était,
C'était ni fait ni à faire avec des robots. Pour le coup, autant au CES, j'ai vu des robots qui étaient très bien entraînés à faire ce qu'ils avaient à faire, autant ces deux-là n'étaient pas entraînés, c'était même un peu truqué avec des gens qui manipulaient par derrière pour que ce soit pas trop pourri. Donc voilà, si vous avez des gens qui sont dans la box, ils sont tranquilles normalement pendant encore un certain temps. Euh, et puis, pour ceux qui ont vu le film Man of Steel de mémoire avec Hugh Jackman, où il y avait des robots combattants comme ça, on n'y est pas encore. Voilà. Donc, ne prenez pas de billets si vous voyez passer ça dans l'année qui vient ou même les 2, 3 années. Je pense qu'ils ont encore un peu de temps avant d'y être. Mais bon, c'est aussi ça le CES, des choses qui changent les tendances, des trucs sérieux. Et puis ça. Donc, au final, ce que je retiens, en tendance généraliste, les robots, c'est clair. Voilà, on est passé du gadget à des véritables usages, encore en démo, mais franchement, on est très proche de ça. Ouais, comme tu dis, le Turc mécanique, Claude a toujours du succès, et là, clairement, c'en était. Là, sur les robots, en tout cas, il y avait pas mal de démos qui étaient probantes, alors à un niveau de maturité et de rapidité qui demande encore à être exploré, mais on y va dans cette société robotisée. Le chat marche, c'est parce que je pense que là aussi, c'est la première fois que j'ai vu des preuves probantes de reconnaissance faciale féline en vrai, avec ces deux peluches et aussi voilà, plusieurs dispositifs où il y avait une dame qui avait, celle qui présentait la litière connectée m'a montré l'appli, elle a 5 chats chez elle. Et là aussi, sur une litière connectée pourtant ouverte, hein, il y avait la capacité à reconnaître les chats. Alors, je lui dis, mais comment vous faites? Parce que des fois, les chats, ils arrivent de dos. Enfin, voilà, ils ne se présentent pas la face devant la litière pour rentrer dedans. Et elle m'a expliqué très simplement, en fait, qu'elle prend en photo le chat sous un peu toutes les coutures et qu'elle installe ça dans l'app, ce qui fait que le chat a, l'appli et la caméra ont la capacité à reconnaître des individus distincts. Donc, cette reconnaissance faciale féline et puis je dirais la reconnaissance canine avec des outils comme Moong AI que je vous ai montré là, qui est capable d'identifier différents chiens dans un groupe de chiens. Ça ouvre la porte à des choses intéressantes. Là encore, on est sur l'année 0. Hâte de voir l'année prochaine ce que ça aura donné et peut-être dans d'autres salons. Et puis le dernier point, voilà, c'est ce petit tour en voiture autonome assez fascinant, à la fois pour le côté technologique pur, où on sait ce qu'il peut y avoir derrière, et c'est assez épatant, mais aussi pour toutes les questions que ça pose sur les implications pour notre société. J'arrive un peu au bout, j'étais plus bavard que d'habitude, donc désolé pour ceux qui doivent partir. En même temps, vous n'avez pas posé trop de questions, donc je gratte un peu là-dessus. En route pour le VMX, donc comme je vous l'ai dit, voilà, il me reste une étape, hein, le Veterinary Meeting Expo, c'est la VAC en XXL, hein, 30 000 participants, 100 000 mètres carrés de salon, je pense qu'on aura peut-être 800 exposants cette année, ça grossit un peu tous les ans. J'ai choisi de m'y transporter de manière aussi lente que toutes les accélérations que j'ai vues au CES et que je vais voir au VMX, puisque je fais tout en train. Donc là, j'ai déjà fait de Las Vegas-Chicago, qui était vraiment hyper sympa, des très belles vues. On est monté à 2400 mètres de haut avec de la neige. Et puis, je repars mercredi, direction Washington et ensuite Orlando. Donc voilà, c'est juste pour faire la pub du train. Et si vous allez un jour aux États-Unis, de ne pas hésiter à prendre ce moyen de transport assez fascinant. Peut se retrouver aussi dans le groupe WhatsApp pour ceux qui n'y sont pas, mais vu les noms que j'ai vus, je pense que c'est de l'âge majorité, donc pour partager tout ça. Donc je partagerai le VMX en live, comme je l'ai fait avec le CES et comme je le fais maintenant depuis 2-3 ans. Donc vous êtes les bienvenus. Je ferai donc cette synthèse du VMX un peu plus tard, le temps de rentrer et de digérer, parce que pendant ce temps-là, ça a continué à avancer en France et j'ai mes collègues de Hanikoun Vétérinaire qui ont eu plein de boulot avec un nouveau bâtiment qui va pas mal nous occuper. Donc voilà, les nouveautés US jeudi 12 février, avec souvent les tendances américaines qui sont intéressantes. En plus, ils arrivent dans un environnement de récession d'activité qui est un peu inédit. Et puis toujours des innovations. C'est là où j'avais vu pour la première fois les scribes, des choses, des médicaments, des nouveaux produits aussi à sortir. Donc je vous raconterai tout ça à ce moment-là. Et puis, voilà, on arrive au bout tranquillement. J'espère que ça vous a intéressé. S'il y a des questions, n'hésitez pas.
à les poser ici. J'ai un peu débordé, donc je sais que vous devez retourner peut-être, en consultation, et puis s'il y a des questions même qui vous viennent après, vous pouvez m'envoyer un petit message. Je réponds un peu en décalé avec le décalage horaire, mais je réponds, la plupart du temps, donc tout le temps en général. J'essaie de ne pas laisser les mails, perdus. Donc merci à toutes et à tous, et puis, bah, moi, ça va être l'heure du petit déj et je vous laisse, poursuivre, votre journée en France et on se retrouve, sur le groupe WhatsApp, pour ceux qui y sont. Merci et à bientôt.